live. Ça va la musique là? Je crois qu'elle est bien la musique. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'elle est bien. Bienvenue à tous dans ce live où exceptionnellement nous allons faire le récap uniquement de NXT UK et de SmackDown, puisque à 205 Live ça a été un show, comment dire ça, un show hommage, un show, voilà, un show où ils ont présenté 3 anciens matchs de championnat de la division poids léger. J'ai pas regardé 205 Live parce que j'avais peur de déprimer, peur de me retrouver face à face avec ce que fut 205 Live et de me dire ah c'est vrai. Voilà, parce que mais bon, je vous conseille quand même d'aller le voir si jamais vous êtes curieux, parce que les matchs en question c'est Mustafa Ali contre Cedric Alexander à WrestleMania, je sais plus le chiffre. Tony Nese contre Buddy Murphy à WrestleMania 35, le précédent il en était 34 du coup, et Santos Escobar contre Isaiah Scott. C'est 3 très bons matchs, donc voilà, je sais qu'ils sont bons, mais je vais pas m'éterniser là-dessus puisque ce sont des matchs qui ont déjà eu lieu. On va plutôt parler de NXT UK qui s'est ouvert avec Tyler Bate contre Noam Dar. Le gagnant de ce match gagne une opportunité pour affronter le champion de... Alors j'ai vu Coupe du Patrimoine comme traduction pour Heritage Cup, et j'aime bien. Je veux dire Coupe du Patrimoine, ça me semble bien comme traduction. Donc affronter A-Kid, l'actuel champion, pour lui prendre sa Coupe du Patrimoine. Et c'était un match avec... je vais avoir l'air fatigué parce que j'ai pratiquement pas dormi cette nuit. Il va falloir me pardonner d'être un peu... de zoner un peu là, d'être un peu entre deux os. Je suis pas tout à fait réveillé, je suis pas tout à fait endormi. Alors, je me fais rire tout ça. Ah, c'est ridicule. Tyler Bate a marqué le premier point du match, donc c'était un match qui s'est déroulé selon les règles de la Coupe du Patrimoine. Donc 6 manches, le meilleur des 3 manches gagne, 6 manches de 5 minutes, je crois. Faudrait que je mémorise les règles de ces matchs-là, parce que j'en parle pratiquement toutes les semaines à NXT UK. Pas toutes les semaines, mais régulièrement. Donc voilà, 6 manches, au meilleur des 3 manches. Tombée, soumission, une disqualification ou un KO arrête le match. Voilà. Tyler Bate a marqué le premier point extrêmement vite dans le premier round. C'est surprenant, mais c'est cool. C'est assez rafraîchissant. Mais pendant tout le reste du match, Noam Dar a ciblé la jambe de Tyler Bate, a ciblé le genou droit, sauf faire de ma part, c'est ça, de Tyler Bate. Et du coup, Tyler Bate était plus fort, Tyler Bate dominait, mais il fallait surtout pas qu'il expose trop sa jambe, parce que c'était son point faible, quoi. Il avait un énorme point faible, vous savez, les points faibles de jeux vidéo, les points faibles qui clignotent. Voilà, il avait une énorme cible sur son genou droit. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, je crois que c'est à la 4e manche. C'est ça, à la 4e manche. Non, perdu, 5e. 5e manche, Tyler Bate va pour faire un coup de la corde à linge, mais en prenant son élan, comme il le fait régulièrement, c'est-à-dire en sautant sur la 3e corde, mais en rebondissant sur la 3e corde avec ses épaules, et du coup en ayant les deux jambes plus ou moins en l'air, plus ou moins horizontales au sol. Noam Dar lui chope la jambe, l'emprisonne dans une clé de jambe et fait abandonner Tyler Bate très très vite dans la 5e manche. Et du coup la 6e manche elle est sur des charbons ardents. Mais je relis pour être sûr de me rappeler ce qui se passe. Alors d'abord, il y a une bagarre qui éclate entre les managers respectifs de Tyler Bate et de Noam Dar, donc Trent Seven du côté de Tyler Bate, et Chas Samuels qui a beaucoup moins crié, et c'est très rafraîchissant que Chas Samuels crie moins, du côté de Noam Dar. Et du coup, Noam Dar a essayé de profiter de la distraction qu'a occasionné la bagarre entre les deux managers pour, comment dirais-je... attaquer Tyler Bate de façon illégale. Il l'a jeté dans les escaliers et il l'a ensuite jeté dans le ring, et il a essayé de faire sa prise de finition dont le nom ne me revient pas,
mais Tyler Bate l'a contré et l'a contré avec un énorme coup de poing dans la gueule, hein, c'est encore le contre le plus efficace finalement, et a remporté le match avec un Tiger Driver 97. Donc nous verrons un rematch, un match retour de Tyler Bate contre A-Kid pour la Coupe du Patrimoine, ce qui est vraiment cool, Donc voilà, B+, pour ce match-là, c'est pas volé, Tyler Bate est toujours excellent, et Noam Dar catch moins souvent, mais il est toujours très très bon également. Ensuite, on a une interview de Mark Andrews et de Flash Morgan Webster qui disent globalement rien. Ils disent qu'ils sont frustrés d'avoir perdu leur dernier match, mais on voit qu'ils s'entraînent avec Dani Luna, et c'est pas la première fois qu'on les voit avec Dani Luna, on les a déjà vus avec Dani Luna récemment à NXT UK. Il y a une alliance qui semble se former entre eux. Chouette, je sais pas où ça va, mais j'ai hâte de le voir. Je pense pas que j'ai pris d'image ensuite, non, mais on voit une vidéo récapitulative de ce qui se passe avec Ilya Dragunov. Globalement, ce qui se passe avec Ilya Dragunov, c'est que il est fou. C'est-à-dire que quand il se prend une chope dans le dos, il se met à crier, il se met à devenir rouge et à agresser son adversaire jusqu'à ce que l'arbitre lui demande d'arrêter, s'il te plaît, de sonner la fin du match. Donc, et ce que j'ai vraiment trouvé très bien dans cette vidéo-là, c'est qu'ils ont présenté ça comme une faiblesse de Ilya Dragunov, alors qu'il n'arrête pas de gagner ses matchs, mais on dit, ouais, il gagne ses matchs, mais humainement, est-ce qu'il gagne? Et j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé qu'il soit un peu subtil à ce niveau-là. Ensuite, on voit Jack Stars continuer de s'entraîner avec Piper Niven. Cool. J'aime bien qu'ils soient devenus amis, que ça n'ait pas été un one shot cette alliance-là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des storylines masculines et féminines se recouper pour aller quelque part. C'est chouette. J'aime bien. Et Piper Niven demande à Jack Stars s'il se sent prêt pour son prochain challenge, puisque Piper Niven essaye d'apprendre à Jack Stars que dans le parcours d'un catcheur, il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi la niaque, quoi. Il y a aussi le fait d'en vouloir, le fait le mental, quoi. On va appeler ça comme ça. Et c'est cool, c'est vraiment basé sur la personnalité des personnages, et je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, Jordan Devlin fait une promo avec le titre Cruiserweight en disant qu'il va revenir à NXT UK en tant que le vrai champion Cruiserweight. Ouais, c'est gênant. Ensuite, on a le match Meiko Satomura. Attention, ils ont annoncé que 3 matchs, et on a eu que 3 matchs. Et Meiko Satomura et Emilia McKenzie contre Kaylee Ray, l'actuelle championne de NXT UK, et Ayla Dawn. Et j'ai écrit dès le début du match, c'est cool parce que je me dis, je suis à fond derrière 3 des catcheuses qui sont sur le ring, dans ce match. Et ce match sert justement à me présenter la 4e que je connais pas, Emilia McKenzie. Elle faisait partie du roster d'NXT UK avant, elle est partie pendant 2 ans et puis elle vient de revenir. Donc moi je suivais pas NXT UK il y a 2 ans, donc je la connais pas. Et je me dis, bon, c'est chouette. Meiko Satomura, je vois très bien qui c'est, je l'adore. Kaylee Ray, je vois très bien qui c'est, je l'adore. Ayla Dawn, elle vient de faire un heel turn, je l'adore aussi. Et Mackenzie, je la connais pas. Allez-y, présentez-la moi. Le match n'a pas fait un super taf pour faire ça, j'ai trouvé. J'ai écrit, j'ai pas grand chose à dire sur le match, mais la fin était un peu naze. Mackenzie a gagné avec un roll-up sur Ayla Dawn, alors que Kaylee Ray a très mal timé. En fait, Kaylee Ray a fait mine de revenir dans le ring pour empêcher Mackenzie de faire le tomber sur Ayla Dawn, mais elle s'y est pris trop tôt, ou Meiko Satomura s'y est pris trop tard, je sais pas, il y a eu un problème de communication. Globalement, Kaylee Ray a dû ralentir son impulsion, quoi, a dû intervenir, mais pas intervenir trop vite parce que Satomura était pas encore là. Ah, voilà, c'était la fin était pas terrible, et le match en lui-même. Si, alors Mackenzie, j'ai écrit, elle a un méchant spear. Elle a un spear assez original. Elle est sur le coin du ring. Elle fait comment je vais appeler ça? Comme un salto, mais que les mains tiennent les cordes. Elle se déroule tel un Babybel. Elle se déroule du coin. Je suis fatigué. Elle se déroule du haut du coin et elle fait un spear après en profitant de l'élan c'est un peu mieux que ce que je décris. Et ensuite, Aifa Valkyrie est arrivée sur la rampe et a retiré
une plume de son costume. Les commentateurs de nous expliquer qu'elle a une plume pour chaque adversaire qu'elle a vaincu. Et donc, elle prend une plume et elle la pose à terre. Et les commentateurs interprètent ça comme un défi à Meiko Satomura. Et je suis un peu partagé parce que je vais voir perdre aucune des deux, quoi. Mais Heifa Valkyrie, elle est invaincue pour l'instant à NXT UK. Et Meiko Satomura, c'est le boss final. Faut pas qu'elle perde trop régulièrement. J'ai l'impression qu'elle perd un petit peu trop en ce moment, Meiko Satomura. Que ça risque d'entacher l'aura qu'ils lui ont volontairement donné dès qu'elle est arrivée. Mais en même temps, là, s'il y a un match, faut qu'Heifa Valkyrie gagne. Mais au bout d'un moment, il faut que Satomura gagne des matchs, quoi. Ça me semble important. Mais des deux, c'est Heifa Valkyrie qu'il faut protéger, évidemment. Parce que Heifa Valkyrie est une catcheuse, est une jeune catcheuse, tout simplement, alors que Meiko Satomura, l'essentiel de sa carrière est plutôt derrière elle. Ensuite, on a une promo de A-Kid qui est toujours chez lui, qui, j'allais dire, qui attend le technicien d'EDF. Voilà, je vous le dis parce que la blague a popé dans ma tête et je me suis dit, mais c'est même pas une blague, tu dis des mots en espérant que ça soit drôle, mais ça ne va nulle part. Et qu'il est toujours chez lui, dans EDF, pourquoi pas. Et il dit qu'il a hâte d'affronter Tyler Bate. Et il veut continuer de prouver qu'il est le meilleur technicien sur le ring. Stituldi Eddie. Ensuite, on voit Amir Jordan arriver très en colère au... comment ça s'appelle, au BT Sports Center Studio. BT Sports Studio. Bref, l'endroit où ils enregistrent NXT UK. Il arrive très en colère, évidemment, il cherche Kenny Williams, son partenaire par équipe qu'il a trahi la semaine dernière, souvenez-vous. En chemin, il croise Sid Scala, qui, évidemment, est désolé de lui apprendre que Kenny Williams n'est pas là, mais il lui dit qu'il pourra régler ça la semaine prochaine. On cut très vite fait à une interview, on voit Kenny Williams dans le couloir, et Williams prétend que tout leur succès en équipe, à lui et à Amir Jordan, n'a toujours été que de son fait. C'est-à-dire que c'est lui, c'est lui qui est bon dans l'équipe, et il aura l'occasion de le prouver la semaine prochaine quand ils s'affronteront tous les deux. J'ai hâte de voir ce match. Et alors, ensuite, ça a été un match très difficile à noter. Rampage Brown contre Walter pour le titre mondial de NXT UK. Au départ, je me disais, ok, ils sont en train de nous montrer que Rampage Brown, c'est vraiment un gros morceau. Un des premiers spots du match, c'est Walter qui fait une de ses chops signature, et Rampage Brown qui court à travers la chop, qui l'encaisse, mais qui continue de courir, et qui revient et qui fait un coup de la corde à linge. Je me suis dit, ok, d'accord, vous nous présentez Rampage Brown comme l'égal de Walter. Très bien. On va avoir un combat de Grizzly, pas de souci. D'autant que Rampage Brown fait aussi des chops assez monumentales, donc ça fonctionne, tout fonctionne très bien. Mais au milieu du match, j'ai eu comme l'impression que le match était construit à l'envers. J'avais vraiment l'impression que c'est pas tant que Rampage Brown était au niveau de Walter, c'est que Walter était moins bon que Rampage Brown. C'était Walter qui devait se mettre à niveau pour essayer de surmonter Rampage Brown. J'avais l'impression que l'histoire qu'on me racontait, c'était que Rampage Brown était le champion et que Walter devait faire ses preuves. Alors évidemment, ça rentre dans l'histoire qu'il racontait dans le dernier épisode de NXT UK avant ce match, où il disait que la première fois que Walter a affronté Rampage Brown en Angleterre, c'est Rampage Brown qui a gagné. Mais je sais pas si j'ai... Vous voyez ce que c'est pour ça que je lui ai mis B, c'est parce que je vois ce qu'ils essayent de raconter et ils l'ont bien raconté, mais je sais pas si j'ai envie qu'on me raconte ça, quoi. Je sais pas si j'ai envie de voir Walter un peu en difficulté, un peu à devoir surmonter son adversaire. D'ailleurs, à un moment donné, Rampage Brown a collé un Dr Bomb sur Walter, donc sa prise de finition, et Walter a roulé jusqu'aux cordes pour ne pas subir le tombé. Enfin, ça faisait vraiment, est-ce que Walter va s'en sortir face à Rampage Brown, quoi. Et du coup, c'est bizarre à dire, mais je trouve que Rampage Brown a été trop protégé pour le coup. Mais bon, ça reste un match, voilà, ça reste un bon match. C'est pour ça que j'ai mis B, mais c'est un B très amer, quoi. C'est un B, je me dis,
Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie. Mais Walter a quand même fini par gagner avec, j'ai noté, alors c'est parti. Il fait un chop dans la gorge. Parce que quand le torse ça suffit plus, tu... Voilà. Un chop dans la gorge, un énorme coup de genou. J'ai écrit coup de genou, mais vraiment quand tu utilises cette partie-là de ton corps pour mettre un coup comme ça, c'est plus vraiment le genou, là, c'est ce qu'on appelle la jambe finalement. Qu'est-ce que j'ai écrit après? Un coup de la corde à linge, 2 claques. Pour moi, ça a fait toute la diff. Un Laria, il tente le tomber, ça ne suffit pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prise du sommeil, un German suplex, un powerbomb, il monte sur la 3e corde, un splash, et là, Rampage Brown, il bouge plus. Voilà. Là, on est bien. Là, c'est fini. Et du coup, Walter reste évidemment champion. Enfin, reste évidemment. Pour moi, le résultat était pas couru d'avance, mais il y avait une bonne solution pour moi. Donc voilà, Walter reste champion et tant mieux. Et nous allons passer à SmackDown. SmackDown. Pourquoi je me mets là? Hop là. SmackDown. Alors, ça a été un épisode un peu spécial de SmackDown parce que je dirais pas que le show était bon. Si. Le truc c'est que le show était si on... Ça va être très con ce que je vais dire, mais si on oublie les 3 très bons trucs, le show était moyen, tendance mauvais. Mais il y a eu 3 promos dans le show où... mon Dieu, quoi. 3 excellentes promos. Au début, au milieu et à la fin. Donc on va commencer avec la première promo, qui est celle de Daniel Bryan. J'ai pris énormément de notes, je vais vous dire ce que je vais vous noter, je vais vous lire ce que j'ai noté parce que globalement j'ai noté pratiquement toutes les promos. Donc Daniel Bryan arrive, il dit qu'il a hâte d'être à WrestleMania, en particulier pour catcher enfin devant un public. J'espère que t'auras pas le public de NXT parce que sinon ils vont dire allez Roman Reigns, bouh Daniel Bryan, t'es nul, get the tables. Bref. Je suis toujours un peu salé du public de NXT. Bryan fait les mêmes parallèles que tout le monde a déjà fait avant lui entre WrestleMania 30 et WrestleMania 37, c'est-à-dire un vétéran, un ancien du ring gagne le Rumble, décide de défier un champion très nettement établi, et Daniel Bryan est là et s'injecte, on va dire ça comme ça, dans le main event. Il dit qu'il y a 7 ans, les gens lui disaient qu'il n'avait rien à faire dans le main event. Il dit qu'on lui a souvent dit non, et qu'à chaque fois qu'on lui a dit non, il a répondu oui, il a répondu yes. Il dit qu'à WrestleMania, c'est le plus gros match de sa carrière. WrestleMania 30 quand même, c'est... Bref, il dit qu'à WrestleMania, ce sera le plus gros match de sa carrière. Il est entre 2 catcheurs très en colère, qui ont quelque chose à prouver, 2 catcheurs dangereux, mais ils vont affronter la version la plus dangereuse qui existe de Daniel Bryan. Il va y avoir les pronostics cet après-midi, les enfants. Il va y avoir les pronostics cet après-midi, parce que je vois que c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Ce qu'on va faire, c'est que je fais les recaps. Je fais les recaps. J'upload les récaps, et une fois que les récaps sont uploadés, on fait les pronostics avec Camille. Voilà. Donc oui, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure, c'est cet après-midi. Soit en début de soirée, soit en fin d'après-midi. On voit le temps que ça me prend. La raison pour laquelle j'ai mis un A- à cette promo-là, c'est parce que j'hésite à la bumper à A tout court, maintenant que j'ai vu tout le show et maintenant que j'ai compris dans quel contexte global elle se rangeait. Pour l'instant, je vais rester sur un A- parce que ça tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes, les promos de Daniel Bryan, ça a toujours un peu, c'est toujours très semblable. Voilà. Mais même sans savoir que Edge et Roman Reigns allaient avoir le droit à leur promo après, je me suis dit putain la vache, ok, il m'a très bien vendu le match. Je veux voir ce match. Ok, c'est bon. Tu m'as convaincu. Je voulais déjà le voir, mais je veux vraiment très très beaucoup le voir maintenant. Merci. Ensuite, on passe en coulisses où les Street Profits se sont interviewés. Ils disent qu'il est plus que temps qu'ils aient leur match pour les titres par équipe, mais ils se font attaquer par les Dirty Dogs, puis par l'Alpha Academy, qui se fait elle-même attaquer par Rey et Dominic Mysterio. C'est moins parce que on allait avoir un peu de contenu, ça aurait été bien. Ça fait 3-4 semaines qu'on voit les équipes s'affronter, soit se sauter dessus les unes sur les autres comme une espèce de partouze géante. Voilà, ça aurait été bien qu'il parle un peu, ça aurait été bien qu'il s'offre un café. Oh là 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 là. Et donc voilà, ça a débouché directement sur le match
quand même dingue que les ceintures par équipe de SmackDown ne soient pas défendues à WrestleMania, quoi. Bref, les ceintures par équipe de SmackDown sont défendues le SmackDown avant WrestleMania. Petit fait rigolo, c'est la première défense de titre des Dirty Dogs en 3 mois qu'ils ont le titre. Voilà, donc ça c'est chouette. Je sais pas pourquoi Michael Cole, un des commentateurs, à la fois le plus neutre et le plus chiant des commentateurs de SmackDown, je sais pas pourquoi il les appelle tout le temps les Top Dogs. À chaque fois, il commence en les appelant les Top Dogs. Et alors, si vous vous dites, c'est une figure, c'est pour dire, oui, c'est les Dirty Dogs, mais c'est surtout les Top Dogs, non, il se plante de nom au début, parce qu'il les appelle plus jamais Top Dogs après. C'est-à-dire qu'il dit Top Dogs, quelqu'un le reprend en lui disant, oui, les Top Dogs, enfin les Dirty Dogs, quel que soit le nom que vous voulez leur donner. Et je me dis, putain, mais retiens, Dirty Dogs, c'est Dogs, c'est Dirty Dogs, parce que c'est AW, donc voilà, bref. J'ai écrit, j'ai l'impression que ça fait 3 fois que je vois ce match, parce que la semaine dernière, je vais chercher mes notes, parce que j'ai pas peur de vous dire des conneries. La semaine dernière, on a eu Chad Gable, l'Alpha Academy et les Dirty Dogs contre les Mysterio et les Street Profits. La semaine d'avant, c'était Apollo Crews et l'Alpha Academy contre les Street Profits et Biggie. La semaine d'encore avant, c'était les Street Profits contre les Rey Mysterio et Dominic Mysterio, suivi de l'Alpha Academy contre les Mysterio avec une intervention des Street Profits et des Dirty Dogs. La semaine d'encore avant, c'était les Street Profits et les Mysterio contre les Dirty Dogs et l'Alpha Academy. La semaine d'encore avant, c'était Dominic Mysterio contre Chad Gable, c'est pas fini, ça remonte à très... La semaine d'encore avant, bordel de merde, c'était les Rey et Dominic Mysterio contre l'Alpha Academy et les Street Profits contre King Corbin et Sami Zayn avec les Dirty Dogs au commentaire. Bref, oui, au bout d'un moment, est-ce qu'on changerait pas un peu? Donc moi je pensais qu'ils allaient changer parce qu'à un moment donné j'y ai vraiment cru, j'ai cru qu'ils allaient finir le match là-dessus. Rey Mysterio et Dominic Mysterio font un 619 en stéréo sur les Dirty Dogs. Mais les Dirty Dogs, non, ils l'encaissent. Dominic Mysterio fait un splash et il tente de le tomber. Le tomber est interrompu par un énorme paquet d'Otis qui leur tombe dessus. Et ça, c'est dommage. Je crois que j'ai pas d'image pour le final. Du coup, j'hésite à vous en parler parce que ça va impliquer beaucoup de noms de prises. Mais écoutez, on va y aller, on va y aller, puis on va faire ça bien. On va essayer d'être clair. Alors, Angelo Dawkins des Street Profits passe le tag à Montesford, son partenaire, sans que Chad Gable le voit. Chad Gable lui porte sa prise de finition. À la fin de sa prise de finition, dans la foulée, Montesford lui fait un frog splash. Il saute du coin pour tomber sur Chad Gable. C'est sa prise de finition. Donc a priori, les Street Profits vont gagner le match. Et là, horreur, malheur, les règles pourries du Fatal 4-Way en équipe. Robert Roode passe le tag, non, prend le tag sur Montesford. Il est surpris, il est déséquilibré. Dolph Ziggler rentre sur le ring, super kick Ford et Robert Roode fait le tomber sur Ziggler et les Dirty Dogs remportent le match. On est reparti pour 3 mois d'excitation. Oui. Dire que non seulement ils n'ont même pas le droit d'avoir un match à WrestleMania, mais en plus c'est le match qui sert à rien. Le match, tu as l'impression d'avoir déjà vu 5 fois, et en plus il a servi à rien parce que les champions restent champions. Leur première défense de titre en 3 ans. Non, en 3 ans. en 3 mois, faut pas déconner non plus. Ouais, donc voilà, c'est moins dans le sens où... Voilà. Kayla Braxton interview Bianca Belair en coulisses. Bianca Belair dit que c'est son premier WrestleMania, mais non, pardon, Kayla Braxton dit que c'est le premier WrestleMania de Bianca Belair, ce à quoi je dis non, c'est tout à fait faux, elle était dans le kick-off de WrestleMania 34. Par contre, c'est son premier match en 1 contre 1 en PPV. Et ça, c'est dingue, ça c'est incroyable que Bianca Belair, ça fait plus d'1 an qu'elle est sur le roster principal et qu'elle n'a pas eu un seul match en 1 contre 1 en PPV. Bref, Bianca Belair dit qu'elle a la pression, mais qu'elle va gagner. Voilà. Ensuite, on voit Biggie parler de Tampa Bay, parce que WrestleMania aura lieu à Tampa Bay, et il vient de Tampa Bay. Je trouve ça très très chouette qu'il fasse un parallèle là-dessus, parce que il affronte Apollo Crews, qui a renoué avec ses origines nigérianes pour trouver la force d'affronter Biggie, trouver la force de tenir tête à Biggie.
Et du coup, le fait que Biggie lui aussi parle de là d'où il vient, je trouve ça extrêmement cool. Donc voilà, il nous présente son barbier, où il va quand il a besoin de faire le vide et de réfléchir. Il nous montre son école où il a pris la discipline. Il nous montre le stade où aura lieu WrestleMania. Il nous montre qu'il est en terrain connu, que ici c'est chez lui, quoi. Voilà. Donc c'est plus, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, c'était vraiment cool. Ensuite, je comprends pas. Ensuite, ça a été une expérience très particulière ensuite. Donc, on nous annonce Nia Jax contre Tamina. Je dis, ah, ok, donc là, c'est le match que Nia Jax va gagner, parce que Nia Jax et Shayna Baszler, championne par équipe. Shayna Baszler perd tout le temps, Nia Jax gagne tout le temps. Ok, très bien. Allez-y, faites-moi ça vite, s'il vous plaît, je ne tiens pas à souffrir. Donc, le match commence, elles font une épreuve de force, Nia Jax pousse Tamina, je dis, évidemment, Nia Jax est la plus forte. Et là-dessus, Tamina se relève, elle refont une épreuve de force, Tamina jette Nia Jax par terre et lui hurle dessus, genre vraiment rugissement dans l'effort. Je me dis, depuis quand Tamina est cool? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et Nia Jax évidemment se relève, elle met sa main sur le visage de Tamina comme ça, elle la pousse comme ça. Et là, Tamina lui envoie l'ancêtre de toutes les claque retournée dans la gueule. Attendez, bougez pas, je vous ai fait une petite animation pour que vous compreniez bien de quoi il retourne. Voilà, elle lui met mais vraiment très... Et je me dis, pourquoi vous poussez pas Tamina plus, du coup? Comme je veux dire, on est prêt à voir ça. On est prêt à voir des personnages cool dans la division par équipe féminine. Vous pouvez nous donner des Tamina qui rugissent et qui mettent des claques dans la gueule comme ça, c'est cool. Là-dessus intervient Reginald. Donc évidemment ça a distrait Tamina alors que Shayna Baszler essaye de retenir Reginald parce que c'est rigolo, c'est Reginald. Nia Jax pousse Tamina, mais Tamina revient et réussit. Ils ont vachement protégé Tamina la veille du match, c'est ridicule. Tamina réussit à porter un super kick sur Nia Jax et lui met un Samoan drop. Elle soulève Nia Jax, bon dans l'élan de la course de Nia Jax, mais enfin quand même, elle soulève Nia Jax pour lui porter un Samoan drop, mais elle met trop de temps à faire le tomber. Au moment où elle fait le tomber, Shayna Baszler intervient et provoque la disqualification. Vous étiez en train de protéger Tamina, vous étiez en train de faire un truc bien pour la première fois depuis des semaines, des mois, concernant la division par équipe féminine. Et encore une fois, c'est Shayna Baszler qui coûte le match. Alors que ça coûtait rien de faire perdre Nia Jax. De toute façon, y a personne qui est vraiment très défendu dans cette division, justement à cause de ce genre de booking à la con. Là, voilà, Tamina, elle était mise en avant, elle était défendue. Continuez sur cette foulée. Voilà, ça y est, là, on voulait voir Tamina gagner. Ben non, Tamina est là. Elle a gagné par disqualification. Donc, quelque part, j'ai eu ce que je voulais. Donc, D+. Parce que, mauvaise idée, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Tamina dans ce match. J'ai bien aimé le feu que je devine chez Tamina, mais qui est aussi sec, si je peux me permettre. Ensuite, on va en coulisses. Kayla Braxton interview le Riot Squad, qui sont au fond à gauche. Le Riot Squad disent qu'elles sont focus sur le match de demain. De ce soir du coup, à WrestleMania. On fait les pronostics cet après-midi pour ceux qui arrivent, on fait les pronostics en live cet après-midi, je ne saurais pas vous dire quand, mais si vous suivez la chaîne ou si vous êtes abonné, vous aurez une notification. Par ailleurs, j'aurais dû commencer par là quand j'ai commencé mon live, je vous ai fait des petites émotes perso pour ceux qui donnent un certain nombre de bits. Voilà, vous pouvez débloquer des bits avec... Non, vous pouvez pas débloquer des bits, ça c'est pas possible, par contre, il faudra aller voir un médecin pour ça, mais vous pouvez débloquer des emotes perso avec vos bits. Voilà, je vous le dis maintenant, et je vous ai fait une emote chips aussi, dû à ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Donc voilà, interview du Riot Squad. Là-dessus, Billie Kay intervient et surprise, elles sont avec... surprise, Billie Kay est avec Carmella. Ah, mais vous avez l'émote chips, chouette, je pensais qu'elle n'était pas encore validée. Bon bah voilà, elle est disponible déjà, c'est chouette. J'ai écrit quand Carmella parle, elle bouge trop pour que je comprenne ce qu'elle dit. C'est-à-dire que vraiment, merci beaucoup pour les 2 bits Victor F. C'est-à-dire que quand Carmella elle parle, elle fait
comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Carmela qui parle. En fait, elle était trop. Et j'ai l'impression qu'elle est revenue à son ancien personnage. J'ai retrouvé beaucoup de l'ancienne Carmela dans cette promo-là. C'est pas que la différence était vraiment énorme entre l'ancienne et la nouvelle Carmela, mais à part qu'elle avait une coupe de champagne, c'était vraiment l'ancienne Carmela. Elle a notamment dit Mela is money, et il me semble que c'est une phrase qu'elle disait plus pour dire qu'elle était untouchable. Non. Là-dessus, Mandy Rose et Dana Brooke, les deux blondes devant à gauche, arrivent en disant littéralement And what about us? Elles arrivent et nous? Ok. Là-dessus, Lana et Naomi, les deux devant à droite, arrivent en disant And what about us? Ça pourrait pas être plus mal écrit. Et commencent à se battre. Voilà. Et là-dessus arrivent Tamina et Natalya qui se battent aussi, mais Tamina et Natalya ont le dessus et elles sont les seules debout à la fin du segment. J'ai écrit, elles pourraient difficilement avoir toutes moins de personnalité. Elles sont incroyablement toutes interchangeables. Si on peut éviter ce genre de commentaires, je vois pas ton nom, mais le pseudo en bleu, là, je te surveille, hein, fais attention. Dis Mandy Rose, elle sert à rien, sauf à être jolie. C'est une catcheuse, c'est une bonne catcheuse, et si Mandy Rose sert à rien, sauf à être jolie, ce qui est des propos que tu devrais pas, enfin, tu parles comme tu veux. Je suis fatigué, il faut que je contrôle. Essaye de contrôler ce que tu dis. Le personnage de Mandy Rose est creux, mais leur personnage à toutes est creux. Le Riot Squad, leur personnage, c'est qu'elles sont amies. Lana et Naomi, leur personnage, c'est qu'elles sont amies aussi. Carmela et Billie Kay, elles ont un peu plus de profondeur, mais parce qu'elles ont une histoire qui a une semaine de construction. Non, remarque non, parce que Carmela, elle a perdu son sommelier, elle avait besoin de quelqu'un. Billie Kay, elle a perdu sa partenaire par équipe, elle a besoin de quelqu'un aussi. Bref, il y a un peu plus de... Mais alors, pourquoi est-ce que là, elles font équipe? On ne sait pas. Par contre, ouais, Dana Brooke et Mandy Rose, c'est vraiment l'association qui vient de nulle part et qui va nulle part, quoi. C'est sûr. Mais je dis ça, Natalya et Tamina aussi. La différence, c'est que Natalya et Tamina sont présentées comme dominantes. Et ça, c'est déjà quelque chose, quoi. Ensuite, on nous montre une vidéo... Ah, ça c'est dommage. Ensuite, on nous montre une vidéo... disant que Cesaro n'a jamais eu de match 1 contre 1 à WrestleMania en 10 ans et il a jamais gagné un titre mondial. Sur le coup, je me suis dit, si vous essayez de nous vendre le match de Cesaro, vous vous y prenez mal. Et puis ensuite, j'ai compris, alors que Seth Rollins est vraiment trop génial. Seth Rollins est un modèle pour les enfants. Seth Rollins est l'homme que nous aspirons tous à devenir un jour. Et le problème, c'est que à la fin, il y a écrit... Ce message parce que vous voyez là, ce message vous a été proposé par des amis de Seth Rollins, mais n'est pas directement associé à Seth Rollins lui-même. Et la raison pour laquelle j'ai mis B- et pas juste B, c'est que pour moi, le proposé par des amis de Seth Rollins, non seulement c'est maladroit, mais en plus c'est trop. C'est-à-dire, si j'avais juste mis ce message n'est pas directement associé à Seth Rollins lui-même, le fait qu'il est directement et lui-même, ça fait vraiment... je me suis arrangé pour que vous voyez ce message, mais c'est pas moi. Hein. Et ça aurait, pour moi, ça aurait suffi. Mais c'était drôle. Ensuite, segment de la soirée de loin. Edge arrive avec une chaise. Il pose la chaise, il prend un micro et il parle. Et c'est parti. Il nous parle de WrestleMania 6, Hulk Hogan contre Ultimate Warrior, le premier match qu'il a vu, et le soir où il a su, où il a compris ce qu'il devrait faire toute sa vie. Il avait ce rêve, il a tout fait pour l'accomplir. Il dit qu'il s'est battu pendant 9 ans, parce qu'il y a 9 ans, il a dû renoncer au catch parce qu'il avait une blessure qui aurait dû mettre fin à sa carrière. Il est revenu seulement l'année dernière. Il dit qu'il s'est battu pendant 9 ans pour revenir parce que c'est tout ce qu'il a toujours voulu faire. Il n'est pas revenu pour être l'ombre de l'homme qu'il était, mais pour être le main event de WrestleMania. Il parle de Daniel Bryan, il dit que Daniel Bryan dit que ça peut être son dernier WrestleMania, mais pour Edge aussi, ça pourrait très bien être son dernier WrestleMania. Il dit qu'au lieu d'avoir un clash des titans entre deux époques, entre lui et Roman Reigns, un espèce de troll est venu se fourrer dans leur match. Ensuite, une fois qu'il avait fini avec Daniel Bryan, il passe à Roman Reigns, disant qu'il se pavane comme si tout lui était dû, mais c'est lui qui doit quelque chose à Edge. Il fait remarquer leur point commun, qu'ils font le spear, qu'ils ont débuté dans un groupe de 3 personnes, donc évidemment pour Roman Reigns c'est le Shield, et pour Edge c'est le... Je sais plus si c'est Crude ou Grood.
Krul, Grood. Le Grood. Bref, Gangrel, Christian et Edge. Et j'ajouterais que un autre point commun, c'est que dans les 3 groupes, il y en a un des 3 qui s'est barré à AEW aussi. Mais bon, ça c'est... Le Brood. C'est ça, merci, le Brood. Je me disais Grood, ça sonne pas bien. Donc voilà, le Brood. Il lui a volé aussi l'entrée par le public et il l'appelle Roman Reigns le Samoan Edge. Ça m'a fait sourire. Et il dit à Roman Reigns, donc il s'adresse à Roman Reigns à travers la caméra, il dit que Daniel Bryan leur a volé leur match, mais qu'il leur a pas seulement volé à eux leur match, il a aussi volé leur match aux fans, à part aux quelques lemmings qui chantent Yes comme avant ils chantaient What. Ça m'a tellement, ah là là, la bonne promo qui va bien. Edge est spectaculaire au micro. WrestleMania se passe 10 ans après sa retraite et il n'a pas eu une seule vidéo avec du piano triste, alors que les histoires de Daniel Bryan, on n'entend que ça. Il dit qu'il n'a pas le respect qu'il mérite. Il a gagné le Rumble en entrant en premier, après s'être déchiré, je sais plus quoi, après s'être déchiré un muscle du bras dans son match contre Randy Orton l'année dernière, après 9 ans de blessure, une triple fusion dans la nuque, on n'a aucune idée de la douleur qu'il a endurée à ce moment-là dans la promo, il a les larmes aux yeux. Et après, on ose dire que c'est un part-timer, on ose dire qu'il fait pas, qu'il donne pas le maximum, alors que lui fait encore des Hurricane Rana depuis le haut du coin. Il exige le respect qui lui est dû. Il dit qu'il est le prochain champion universel parce qu'il l'a rêvé et qu'il va tout faire pour que ça devienne une réalité. Fucking mic drop, bordel de merde. Edge, waouh, Edge est bon. J'étais accroché à mon écran pendant toute la promo. Il était... ça mérite un S. Bon, les gens, S, c'est exceptionnel, d'accord? Faut arrêter de... Dès que quelque chose est bien, ça mérite un S. Ça mérite un S. A+, c'est déjà une très bonne... A+, c'est censé être le maximum, d'accord? Puis bon, j'ai commencé. J'avais dit que j'en parlerais pas, mais ça y est, j'ai commencé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, j'y vais. Bah, voilà. Quand j'entends dire que la promo de Chris Jericho à Dynamite cette semaine était vachement bien, quant à ça, après, derrière, c'est... Faudrait pas que je parle de Dynamite quand c'est pas le moment. C'est juste que j'aimerais bien me sentir libre de m'exprimer au sujet de Dynamite. Mais ça va venir. Je vais continuer mes reviews, mes récaps de Dynamite, et puis je vais laisser parler toute ma frustration. Voilà, je pense que c'est plus... je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est plus simple, parce que je pense qu'il y a une part du public qui est d'accord avec moi et qui pareil, qui ose pas trop l'ouvrir. Et je pense que si on est nombreux à dire, si on est nombreux à faire comprendre à AEW que, hey, il y a des trucs qui ne vont pas, peut-être qu'ils s'adapteront. Enfin, bref. Voilà. Sonya Deville et Adam Pearce sont en coulisses. Et ce que j'aime bien, c'est que Sonya Deville commence à se dissocier un peu d'Adam Pearce. Sonya Deville commence à montrer un petit peu de personnalité, et je me dis, ah, le truc qu'on attend depuis qu'elle nous a annoncé qu'elle faisait partie des management, enfin voilà, de la direction, quoi, on va dire ça comme ça, de SmackDown. Ça y est, ça commence à arriver. Elle dit que c'est pas juste que les Dirty Dogs aient dû défendre leur titre contre 3 équipes différentes, et que Daniel Bryan n'aurait pas dû être ajouté dans le match Edge contre Roman Reigns à WrestleMania. Sonya Deville va quelque part. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Aïe. Ensuite, alors là, pareil, je vous ai fait un gif, et on n'arrête pas la production, hein, sur ces lives là. Regardez ça, je vous ai fait un gif de Kayla Braxton qui interview Sasha Banks pour vous communiquer mon ressenti. Qu'est-ce que ça vous évoque? J'ai écrit, elle est arrogante et très chiante. Leur rivalité, ça a littéralement été « je suis la meilleure, non, je suis la meilleure » pendant un mois. Vivement que ça s'arrête. Vous allez voir, j'ai fait un truc pour les pronostics de WrestleMania qui va peut-être vous plaire. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que vous êtes 248 et que vous avez jamais été aussi nombreux pendant ce live. On fait les pronostics de WrestleMania cet après-midi ou en début de soirée. Et vous allez voir, je vous ai fait un truc un peu sympa pour les pronostics de WrestleMania. J'ai mis en avant que les trucs positifs. C'est-à-dire que plutôt que de vous raconter l'histoire telle qu'elle nous a été racontée, je vous dis, parce que j'ai vu plusieurs personnes me dire, mais comment tu fais pour être hypé pour ce match-là? Comment tu fais pour être hypé pour ce match-là? Je vais vous dire toutes les raisons qui font que je suis hypé pour tel ou tel match, parce que je vous ai dit, il n'y a aucun match
que j'attends pas avec au moins un peu d'anticipation, que j'attends pas, pour lequel je suis pas au moins un peu hypé. Et j'ai vu quelqu'un dire, haha, ça va être le main event de la nuit 1, tant mieux, 1000 fois tant mieux. Et on parlera de tout ça quand on fera les pronostics. Ensuite, j'ai pris qu'une seule image parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai vu aussi quelqu'un dire mais c'est normal, elle joue une heal. C'est pas le fait qu'elle soit heal qui me pose problème. C'est le fait qu'elle soit vide. Que sa promo c'est je suis la meilleure. Elle dit que c'est elle la meilleure, mais non, c'est moi la meilleure. C'est à chier. Je suis désolé, c'est à chier. Ensuite, j'ai pris qu'une seule image, donc disais-je, on a Sami Zayn, qui est donc plutôt dans la semaine. Sami Zayn était à Miami pour aller voir Logan Paul qui sera invité du match Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc Sami Zayn est à Miami et il interrompt Logan Paul en plein entraînement de boxe et il propose, j'ai beaucoup aimé parce que Logan Paul avait l'air complètement paumé, genre mais dans quoi je me suis foutu, il me fait chier, je suis en train de vivre ma vie, il m'emmerde là. Et Sami Zayn propose qu'ils s'entraînent ensemble. Il sort du bâtiment, mais c'est un bâtiment qui peut s'ouvrir que de l'intérieur, donc du coup il cogne à la porte. Il y a un videur comment on appelle ça, un physionomiste, parce qu'apparemment videur ça se dit plus. Bref, quelqu'un qui lui dit je suis désolé monsieur, ou un vigile tout simplement, qui lui dit je suis désolé monsieur, c'est fermé. Sami Zayn dit non, mais je viens juste de sortir. Il dit c'est fermé monsieur. Il referme la porte. Du coup Sami Zayn est très frustré. Il parle de ça aux commentaires et Sami Zayn interrompt les commentateurs en leur disant mais vous truquez les images. On a pris le petit déj ensuite avec Logan Paul et tout s'est très bien passé. On s'est expliqué et puis maintenant on en rit. Et puis comme d'habitude il y a un complot contre moi et vous montrez que les images qui vous arrangent machin truc. Pendant que les participants à la Battle Royale André le Géant, dont nous allons parler avec douleur, pendant qu'ils arrivent, Kevin Owens se fraye un chemin, et donc Kevin Owens, l'adversaire de Sami Zayn à WrestleMania, Kevin Owens se fraye un chemin et casse la gueule de Sami Zayn, qui réussit à s'enfuir. C'est parce que il ne s'est rien passé. Et ensuite, nous avons la Battle Royale André le Géant. Alors, les catcheurs de pas importants, j'ai écrit, sont sur le ring. Nakamura, King Corbin et Jey Uso ont le droit à une entrée perso. Ils ont le droit à leur entrée à eux. Donc ils sont pas dans la salade de fruits dès le départ. Et j'ai envie qu'on fasse le détail un peu de ce qui se passe sur cette image-là, parce que c'est peut-être pas clair pour vous. Alors attendez, bougez pas, on va, hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette image dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut, nous avons les restes du Hurt Business, une faction que nous adorions tous et qui sont morts la semaine dernière. Un peu à droite, nous avons l'excellente idée qui a été Rétribution, qui sont morts également en la personne de T-Bar et Mace. En bas à droite, nous avons la moitié des War Raiders, et je les appelle comme ça parce que je fais référence à l'équipe qui était invaincue à NXT, qui était une excellente équipe qu'ils ont ruinée sur le roster principal. Ensuite, nous avons mon catcheur préféré sur le roster principal, Mustafa Ali, qui est là, qui compte les cadavres. Ensuite, nous avons l'absence presque rassurante d'Aleister Black. Presque rassurante. Pas très rassurante, mais quelque part. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on oublie que t'existes ou qu'on se rappelle que t'existes et que tu fasses ça? Ensuite, on a Buddy Murphy, que j'ai même pas envie de présenter parce que c'était un de mes catcheurs préférés quand je regardais 205 Live, quand je regarde toujours 205 Live, mais à l'époque où 205 Live était un de mes shows préférés de la semaine. Et enfin, nous avons Shinsuke Nakamura. La première fois que j'ai entendu parler de Shinsuke Nakamura, c'était dans une vidéo de Adam Blampied qui présentait du coup AJ Styles, les Good Brothers et Shinsuke Nakamura quand ils sont signés à la WWE, parce que je savais pas qui c'était. AJ Styles, je savais qui c'était parce que j'en avais entendu parler depuis pratiquement toujours. Mais voilà. Et Adam Blampied a présenté Shinsuke Nakamura comme un catcheur qui pouvait pas présenter autrement comme un Brock Lesnar japonais. Raté. Alors, bon, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, Cedric Alexander et Shelton Benjamin éliminent Tozawa et Tucker de Heavy Machinery, parce qu'il y a ça aussi. Mustafa Ali décide de rallier tous les autres contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander
Pourquoi ça marche, je ne sais pas. Et ils se font éliminer dès qu'ils ont un peu de hype, ce qui est tristement adéquat. Et j'écris. T-Bar et Mace, anciennement de Rétribution, éliminent Gulak, Drew Gulak, donc un des meilleurs catcheurs de 205 Live de 2018. Puis Humberto Carrillo, grand espoir à NXT, puis à 205 Live. Mais Elias élimine Slapjack, anciennement de Rétribution, lui aussi. Et non, là, le clash des titans, Elias et Jackson Riker contre Mace et T-Bar. Et j'ai écrit, ils se donnent vraiment du mal pour anéantir la crédibilité de tout le roster. Elias et Riker se font éliminer dans les 10 secondes qui suivent. Ensuite, un peu d'histoire, Mustafa Ali élimine Mace. Mustafa Ali, anciennement le leader de Rétribution, élimine Mace, ancien membre de Rétribution. Ça énerve T-Bar, mais Ali parvient à l'éliminer aussi. Murphy se retrouve une seconde face à face avec Mustafa Ali, et j'ai des flashbacks du Vietnam à l'époque où ces deux-là étaient, j'ai des flashbacks en fait très précis du match sans disqualification qu'ils ont eu l'un contre l'autre. Ils ont eu plein de matchs à 205 Live, mais il y en a un en particulier qui était vraiment très très bon. Ensuite, ils teasent une réunion de Lucha House Party, l'équipe composée de Grand Metalik, Lince Dorado et Kalisto. Mais Grand Metalik et Lince Dorado éliminent Kalisto parce que ils se détestent. Donc pour ceux qui auraient oublié, il commençait à y avoir un peu de tension dans le groupe, et puis le draft est arrivé. Pardon, le Superstar Shake-Up est arrivé. Et ils ont été séparés lors du draft. Voilà. C'est même pas qu'ils se détestaient, c'est qu'ils commençaient à envisager l'idée de se détester, peut-être. Et puis ils ont été séparés. Ça suffira comme paiement, du coup. Et ensuite, Grand Metalik élimine Lince Dorado parce que merde, et Corbin élimine Metalik parce que j'ai été un serial killer dans une autre vie, j'imagine. Corbin élimine Murphy, voilà. Nakamura élimine Angel Garza, Ricochet élimine Mustafa Ali avec un Hurricane Rana, Jey Uso élimine Ricochet. À ce moment-là, je devrais être un peu hypé parce que quand Nakamura élimine King Corbin, il reste plus que Nakamura et Jey Uso. Mais j'ai vu tellement de fantômes de mes rêves passés que à ce stade-là du match, je suis juste nostalgique. J'ai juste, ok, j'ai vu passer tout ce que j'ai aimé et tout ce que j'ai aimé se faire détruire. Fais gagner qui tu veux, et qui tu veux, c'était Jey Uso. Voilà. Jey Uso qui, écoutez, de toute façon ce trophée il vaut de la pisse, hein, je veux dire, je suis désolé, quand tu vois les vainqueurs, Matt Hardy, Mojo Rawley, voilà quoi. Donc voilà, Jey Uso est le vainqueur de cette année. Et ensuite, pour compléter le tiercé de promo génial, Roman Reigns arrive et fait une promo typiquement très bonne. Roman Reigns dit que ça l'emmerde d'être ici, qu'il n'a pas à être ici. J'ai pas noté, mais il a fait une référence. Il a dit que il n'était pas en campagne présidentielle, qu'il essayait pas de se vendre au public. En ce moment, on parle beaucoup du fait que Dwayne Johnson a l'air d'avoir des velléités de se présenter comme à la présidence des États-Unis. Ils sont cousins les deux, hein, The Rock et Roman Reigns. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y avait un semi-tacle? Est-ce qu'il y avait l'ombre d'un tacle? Parce que moi, j'ai entendu, c'est moi le chef de la famille. Tu seras peut-être le chef des États-Unis, mais c'est moi le chef de la famille. Bref. Donc, Roman Reigns dit qu'il a un match ce week-end qu'il peut perdre, même sans prendre le tombé. Donc, il a mieux à faire, si vous voulez, que se vendre ce soir. Mais il dit qu'il va show up and win, donc sa phrase sa catchphrase. Et il nous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand il show up, c'est la WWE qui gagne. Il dit qu'il pourrait faire comme Daniel Bryan et comme Edge et avoir une bonne semaine de temps en temps. Edge a eu une bonne semaine il y a 2 semaines. Daniel Bryan a eu une bonne semaine la semaine dernière. Mais non, Roman Reigns a une bonne semaine toutes les semaines depuis 30 semaines qu'il est revenu. Et il dit qu'il a rendu sa crédibilité au titre, et là je vais pas le contredire, c'est tout à fait vrai. Il l'a pas rendu, il a donné. C'est la première fois que le titre universel est crédible. Et il aimerait maintenant s'adresser aux rêveurs. Il les appelle comme ça, Daniel Bryan et Edge, parce que c'est des gars qui ont été sur la touche et qui sont revenus. Enfin, ouais. Très, très pertinent, j'adore. Daniel Bryan dit que c'est son rêve, mais il n'est pas. Daniel Bryan dit que c'est son rêve, mais il n'est pas champion et il ne le sera jamais.
Daniel Bryan prétend avoir fait abandonner Roman Reigns, ce qui est vrai, c'est un petit enfoiré. Daniel Bryan, donc Roman Reigns dit que Bryan prétend avoir fait abandonner Roman Reigns, mais si c'était le cas, il serait champion alors. Or, il ne l'est pas. Roman Reigns dit que Edge prétend que personne ne lui a pris le titre. Reigns dit si, moi je t'ai pris le titre. J'ai pris le titre à tout le monde. Il dit que son comeback, le comeback de Edge, s'arrête ici, dans le main event de WrestleMania. Il dit que Edge est une rampe de lancement pour lui, pour Reigns. Il dit que lui n'est pas un rêveur. C'est un homme avec une main en or qui change tout ce qu'il touche pour le mieux. Il rappelle qu'il a sauvé la carrière de Paul Heyman, qu'il a donné à Jey Uso la meilleure année de sa carrière, c'est difficile d'argumenter contre ça, et qu'il va écraser les rêves d'Edge et de Daniel Bryan, parce qu'il est sur un autre niveau, et que le monde entier va le reconnaître. Ah, il est bon cet enfoiré. J'ai tellement hâte de voir ce match. Ah, ça va être un bon WrestleMania les enfants. J'ai hâte de faire les pronostics avec vous parce que j'ai écrit plein de petits trucs sympas Alors, on se voit tout à l'heure, hein. On se voit tout à l'heure pour les pronostics. Vous êtes 262. Abonnez-vous, suivez-moi pour pas rater la notification. Vous serez aussi nombreux tout à l'heure. Vous serez aussi nombreux. Je postillonne. Concernant SmackDown, Great Samurai 504 me dit coucou Link, c'est Battle Royale André le Géant, elle rapporte quoi? Un titre ou c'est juste pour le prestige? Ni l'un ni l'autre, c'est juste histoire de donner un chèque à tout le monde. Sam B95, ça rapporte rien quoi, ça rapporte que t'as ton nom sur la truc et vraiment ça rapporte rien. Dark Angel 1300 me dit jeu Uso s'est même planté dans son croisement de bras. Mais tu sais que c'est pas en fait c'est pas une question de se planter, c'est une question qu'on a un croisement de bras qui est naturel et qui veut dire quelque chose d'ailleurs au sujet de notre personnalité. Moi je croise les bras naturellement comme ça. Si j'essaie de croiser les bras dans l'autre sens, là je me suis entraîné parce que j'ai fait plusieurs fois le test de voir si c'était pas trop chiant. Essayez, vous allez voir, il y a un sens qui vous paraît naturel et l'autre sens vous allez vous minder genre attends. Voilà. Links the Moon me dit imagine si Banks était aussi bonne au micro que sur le ring, elle serait inarrêtable. Elle serait de loin la meilleure catcheuse de la WWE. Naka me dit bonjour Lynx, j'espère que ton sommeil se porte bien en cette semaine chargée. J'ai pas dormi cette nuit, c'est de dire si je suis... ma question. On sait que c'est la merde entre CFO Money et la WWE, d'où les thèmes qui changent. C'est pas tant que c'est la merde, c'est qu'ils veulent... Je finis ton message. Penses-tu que beaucoup de catcheurs seront impactés ce soir ou espères-tu qu'ils tiennent avec des thèmes actuels encore un peu? Je pense notamment à Rollins, Owens et Lynch, parce que oui, je suis sûr qu'on aura Lynch ce week-end. C'est pas une question, c'est pas que c'est la merde, c'est une question que CFO Money travaille plus pour la WWE et du coup ils veulent plus leur payer de droits quoi, ils veulent plus payer des gars qui travaillent plus pour eux. Ça me semble tout à fait raisonnable. Et je déteste pas Def Rebel, il y a certains de leurs thèmes qui sont très bons. Le thème d'Otis, je le trouve vraiment très très bon. Le nouveau thème de Biggie qu'ils ont fait en collaboration avec ah merde, comment ça se prononce? Wally. Je le trouve très cool aussi. Def Rebel, ils ont fait plusieurs trucs très sympas. J'aimais beaucoup le nouveau thème de Seth Rollins. J'aime bien l'ancien aussi, donc je sais bien qu'il soit revenu à l'ancien, parce qu'il y a plus de gens qui aimaient l'ancien, mais j'aimais beaucoup le nouveau. Bref. De toute façon, les thèmes qui changent font partie de l'histoire du catch. Donc, est-ce que ça arrivera ce soir? Est-ce que ça arrivera plus tard? On verra. Victor AF me dit bonjour au grand prophète. Eh ben, c'est pas du tout gênant. Avant ma question, j'aimerais faire 10 secondes de silence pour la voiture de Bad Bunny. Ceci est un acte de barbarie sans précédent. Je suis désolé, je peux pas faire 10 secondes de silence parce que sinon je vais y penser et ça va me renvoyer dans une... Question. Est-ce que tu verrais bien une alliance entre Seth Rollins et Roman Reigns prochainement? Bisous à toi, au grand prophète. Je te préfère au prophète Sturi. On va pas commencer à lancer une guerre des prophètes. Disons qu'on est tous les deux, des prophètes. Disons qu'il y a un panthéon, voilà, dans lequel trônons sur un pied d'égalité, Sturi et moi-même. Voilà. Je vais ramasser mon ego et répondre à ta question. Seth Rollins et Roman Reigns. Sur le coup, j'ai eu un espèce de mouvement de recul en me disant « Ah non !» Et puis en fait, en y réfléchissant, leurs personnages ont tellement changé que ça me choquerait pas. Ça, parce que si vous voulez un autre argument pour être là pour les... Il y a des gens qui utilisent l'emote chips. Si vous... Ouais, ça y est, elle existe. J'en ai fait... oui, tu peux voir à quoi elle ressemble si tu veux. Donc. Attends, bouge pas, je vais te la mettre en HD. Rien de trop beau pour mon épousée. Elle est là. Oh, je suis un peu déçu.
je pensais à un truc un peu cartoon, un peu stylisé, tu vois, et c'est des chips. Après, c'est les meilleurs chips parce que c'est des craquelés, enfin les Oui, c'est des ondulés. des ondulés. Ouais. Ouais. Ils sont bons ceux-là. Ah, j'ai faim. Oui, moi aussi. Mais je pensais que tu mettrais un petit, je sais pas, J'ai dit qu'il fallait que je fasse vite. Donc Roman Reigns et Seth Rollins, oui, c'est une bonne idée. Myriadon me dit salut, lien le soleil, c'est gauche le soleil. Je te demande pas comment tu vas, mais comment vas-tu? Oh là là, tant de complications. Pas de questions, juste pour te dire que je n'ai jamais regardé de catch de ma vie, mais j'adore t'écouter en parler. Tes explications font travailler mon imagination et j'adore ça. Hey, tu travailles déjà plus que la plupart des bookers de la WWE. Merci pour tout ce que tu fais. Live, point culture, coin lecture, parenthèse. Vous savez que depuis que je vous ai dit qu'il fallait que je continue de lire ça, j'ai pas lu une seule minute. J'ai pas trouvé une seule minute pour continuer ma lecture de Jurassic Park, alors que c'est le... C'est la WrestleMania Week. Faut que je le finisse, il ne reste plus que ce livre-là à finir avant de faire le coin lecture. Parenthèse, etc. Je suis, prochaine vidéo sur Link the Sun, c'est un 50-50 que j'ai très hâte de faire, même si j'ai pas encore choisi sur quoi il sera. Je suis tout ton travail depuis pas mal d'années, continue ce que tu fais en prenant du plaisir. Oui, le plaisir c'est important. Prenez du plaisir. Je vous le dis parce que je m'inquiète pour ma santé mentale, je viens de voir une hache géante passer dans le champ en face. S'il y avait un tracteur, on en vendrait un tracteur, c'est bien d'accord. C'est peut-être un oiseau que t'as vu. C'est peut-être un oiseau. Ou une mouette. Une mouette. Ou un ptérodactyle. Les ptérodactyles ne sont pas des oiseaux. Ah, pardon. Genre, c'est le truc qui déconne. Continue ce que tu fais en prenant du plaisir, c'est comme ça que tu nous régales. Smiley Poupou, merci à toi, merci pour ton retour, c'est très gentil. Et merci à tous d'avoir regardé ce live. Merci pour votre patience, merci pour votre temps, merci pour votre investissement. C'est pas investissement que je veux dire, c'est pour votre implication. Et merci d'être aussi nombreux, 267. Donc je vous rappelle, on fait les pronostics de WrestleMania tout à l'heure avec Camille. Il y aura du sel, il y aura des chips, il y aura de la cantoche. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que je vous dis, j'ai vraiment présenté les matchs. Merci à Lasagnos pour son abonnement. J'ai pas entendu la notification, désolé. Donc je vous ai vraiment présenté tous les matchs pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai hâte de les voir. Et je pense que WrestleMania va être vraiment excellent. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Je peux pas vous dire c'est à quelle heure, je peux pas vous dire c'est vers quelle heure. Tout ce que je peux vous dire c'est suivez la chaîne. Suivez la chaîne, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est payant. Mais je pense que au niveau des notifications, je sais pas comment ça marche. Je sais pas vraiment quelle est s'il y a une différence en termes de notification entre l'abonnement et juste le follow. S'il n'y a pas de différence, suivez la chaîne, c'est gratuit et vous aurez la notification. Mais voilà, c'est dans le courant de l'après-midi. Pour être tout à fait transparent, là, ce qui va se passer, c'est que je vais monter un peu cette vidéo pour virer la plupart des questions et garder que quelques questions pour l'uploader sur Linkscatch. Pendant que ça upload sur Linkscatch, je vais déjeuner. Et une fois que j'aurai déjeuné et une fois que la vidéo sera sur Linkscatch, on pourra lancer le live de pronostic pour WrestleMania. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le live pronostic de WrestleMania. À tout à l'heure les gens, j'espère que vous serez nombreux et bisous tout le monde. Ciao.